Le 4e jour du procès fédéral contre Sean Diddy Combs a commencé avec une discussion importante concernant des SMS. Avant même que le contre-interrogatoire de Cassie Ventura ne débute, le juge et les avocats ont dû aborder ce point devant le tribunal. Les procureurs se sont opposés à l'introduction par la défense de certains messages qui évoqueraient des rapports intimes entre Ventura et une personne autre que Sean Combs, ou avec une escorte. Selon eux, ces messages violeraient l'accord préalable entre les deux parties, interdisant la présentation de telles preuves lors du procès. Mark Agnifilo, avocat de la défense, a expliqué que son équipe souhaitait montrer au jury des échanges entre Combs et Ventura portant sur l'infidélité et la jalousie, avec un vocabulaire plus vulgaire. Il a déclaré « C'est la façon dont les gens, dans la réalité, expriment leur douleur lorsqu'ils réalisent qu'il y a tromperie. » Le juge Arun Subramanian a alors demandé aux deux parties de soumettre des lettres concernant ce point, précisant qu'il rendrait sa décision ce matin à 8h30, heure de l'Est, avant l'entrée du jury. Le témoignage était prévu pour commencer à 9h30. Alors que le juge Subramanian siégeait déjà, les discussions autour des SMS continuaient entre l'accusation et la défense, en l'absence du jury. Les avocats de la défense insistaient sur l'importance de pouvoir utiliser des messages colorés entre Ventura et Combs, échangés à des moments où ce dernier soupçonnait Ventura de fréquenter d'autres hommes. Pendant ce temps, les membres de la famille de Sean Combs, y compris ses fils et sa mère, étaient arrivés au palais de justice de Manhattan. Combs se trouvait déjà dans la salle d'audience. Ses filles jumelles, Jessie et Delilah Combs, étaient absentes la veille, ayant voyagé à Los Angeles pour leur bal de fin d'année, selon une source proche. Le mari de Cassie Ventura, Alex Fine, était également présent dans la salle. Le jury a alors fait son entrée. L'avocate de la défense, Anna Estevao, a débuté le contre-interrogatoire de Cassie Ventura, en l'interrogeant sur l'amour partagé dans sa relation avec Sean Combs. Estevao, toi et Sean Combs avez été amoureux pendant 11 ans, n'est-ce pas? Ventura. Ouais. Estevao. Tu l'aimais? Ventura. Moi aussi. Estevao. Et tu crois qu'il t'aimait aussi? Ventura. Oui. L'avocate a ensuite interrogé Ventura sur un passage précédent de son témoignage, où elle aurait qualifié Combs de plus grand que nature. Ventura a confirmé ses propos. Estevao a poursuivi. Mais pour toi, c'était Sean. Et a demandé. Tu connaissais le Sean que les autres ne voyaient pas? Ventura a confirmé. Quand Estevao lui a demandé si elle avait toujours su qu'elle était spéciale pour Combs, Ventura a répondu. Non, je ne pense pas que j'ai toujours su. Tu le savais parfois? Parfois, c'est juste. La voix de Cassie Ventura était douce, presque un murmure, en répondant à ses questions. Elle a aussi confirmé être restée avec Sean Combs pendant 11 ans malgré ses défauts, car elle croyait en son amour sincère. Alors, quand il t'a trompé, ça t'a vraiment fait mal? A demandé Estevao. Ventura a répondu. Je dirais que ce n'est pas toujours le cas, ajoutant qu'elle avait ressenti plus de douleur au début de leur relation. Le jury a ensuite vu une série de courriels échangés entre les deux, datant de janvier 2008. Ventura les a lus à haute voix à la barre. Combs écrivait. Je suis tellement heureux que tu aies pris l'avion pour Atlanta juste pour me voir. J'ai beaucoup de chance, je t'aime, tu me manques, j'ai hâte de te serrer dans mes bras. Ventura avait répondu. Je suis une femme très chanceuse. Tu me manques terriblement. Je volerai partout où tu as besoin de moi, quand tu veux. Je t'aime. Elle a témoigné qu'à cette époque, au début de leur relation, ils échangeaient souvent des messages d'amour. Le jury a également pu lire une série de messages textes échangés via BlackBerry, environ 2 ans et demi après le début de leur relation. Voici un extrait de cet échange. Ventura. Je vais dormir maintenant pour arriver plus vite demain. Je t'aime. Combs. J'aime mon bébé. Ventura répond avec un smile. Combs. Je t'aime tellement que ça consume ma vie. Ventura. Je me pose la même question. Qui étais-je avant que nous décidions d'être ensemble? Combs. Je ne savais pas que ça pouvait être comme ça. Le jury a également pris connaissance de textos datant d'août 2009, dans lesquels Sean Diddy Combs écrivait à Cassie Ventura. Je t'aime tellement que j'en pleure. Dans cet échange, Ventura appelait Combs Pop Pop. Plus tôt dans la semaine, Ventura avait expliqué qu'elle appelait Combs Pop Pop, car c'était le surnom qu'elle donnait à son grand-père. Cassie Ventura a également témoigné qu'elle souhaitait souvent passer plus de temps avec Sean Combs pendant leur relation. Le jury a vu un message qu'elle lui avait envoyé en avril 2010. Je ne t'ai pas parlé du tout.
Je sais que tu peux prendre 3 minutes de ta journée pour me parler, et tu n'essaies même pas. Tu es trop pressé de me raccrocher. Ce n'est pas être en couple avec quelqu'un qu'on aime et dont on est amoureux. Je suis vraiment blessé par ta façon de me traiter. Je n'ai pas besoin de ton argent, j'ai besoin d'attention. Je te suis reconnaissante, mais je peux payer pour ces choses-là moi-même. Cassie Ventura a déclaré qu'elle était tombée amoureuse de la vraie personnalité de Sean Combs. Lorsque l'avocate de la défense Ana Estevao lui a demandé ce qui l'avait fait tomber amoureuse de lui, Ventura a répondu qu'elle n'y avait pas pensé depuis un moment. Le début de la relation a été vraiment, nous en avions déjà parlé, c'était vraiment rapide, effréné, effrayant, mais plus je passais de temps avec lui, et plus j'apprenais à le connaître, plus sa vraie personnalité. Du moins, ce que je pensais être sa vraie personnalité. Et j'aimais ce que c'était. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle aimait dans cette personnalité, elle a répondu qu'au début de leur relation, il était très gentil et attentionné. Elle l'a également décrit comme ayant une grande personnalité charismatique que tout le monde aimait vraiment. Ana Estevao lui a ensuite posé une série de questions sur la manière dont elle avait gagné la confiance de Combs et sur son désir de lui faire plaisir. Et pour lui faire plaisir, tu lui as dit que tu voulais faire freak-offs, a demandé Estevao, faisant référence aux performances intimes sous l'effet de la drogue organisée par Combs. Il y a bien plus que cela, a répondu Ventura. Peu après, Cassie Ventura a demandé au juge une pause rapide. Pendant cette pause, le jury a visionné des messages textes échangés entre elle et Sean Combs lorsqu'ils étaient ensemble. Karen Friedman Agnifilo, l'une des avocates de la défense et épouse de Mark Agnifilo, principal avocat de Combs, a été vue discutant avec 5 autres avocats de la défense, principalement avec Ana Estevao, qui menait le contre-interrogatoire. Plus tôt dans la matinée, Sean Combs avait fait un geste en forme de cœur avec les mains en direction de la mère de Karen Friedman Agnifilo, assise à ses côtés. Il portait un pull beige, un col blanc et un pantalon gris. Ses 3 fils ainsi que sa mère étaient présents dans la salle, et Combs s'est tapoté la poitrine en croisant leurs regards. Cassie Ventura est ensuite retournée à la barre pour poursuivre le contre-interrogatoire de la défense. Le jury a vu d'autres messages intimes échangés entre Cassie Ventura et Sean Combs en août 2009. Ces messages faisaient de suite à ceux diffusés juste avant la pause, au moment où ils organisaient un « freak-off », terme utilisé par Combs pour désigner ses performances intimes sous l'emprise de drogue. Un autre échange de messages datant d'août 2009 a également été présenté au jury, dans lequel Ventura exprimait le souhait d'avoir plus de pilules et mentionnait la suppression d'une vidéo. Dans ces messages, Ventura demandait à Combs s'il avait d'autres pilules. Elle a témoigné avoir consommé des opiacés comme le Norco à l'époque où ces messages avaient été envoyés. Elle a aussi mentionné dans les échanges la suppression d'une vidéo, mais a précisé au tribunal qu'elle ne se souvenait pas du type de vidéo auquel elle faisait référence, et qu'elle ne pouvait pas affirmer qu'il s'agissait d'un enregistrement d'un freak-off. L'avocate Ana Estevao lui a alors demandé si elle préférait que les vidéos de freak-off soient enregistrées sur ses propres appareils. Ventura a répondu « Je ne voulais absolument pas qu'elles soient enregistrées ». Cassie Ventura a également témoigné qu'il était juste de dire qu'elle était déjà une célébrité à part entière à l'âge de 21 ans. Elle a raconté que Sean Combs avait invité d'autres célébrités à sa fête d'anniversaire pour ses 21 ans, qui s'était tenue dans une boîte de nuit à Las Vegas. Lorsqu'Estevao lui a demandé comment une jeune femme de 21 ans pouvait attirer de tels invités, Ventura a répondu « C'était tout lui, je ne les connaissais pas ». Elle a également déclaré, lors de l'interrogatoire direct par l'accusation, qu'elle s'était enfuie après que Combs l'eût embrassée pour la première fois à cette même fête. Ventura a précisé qu'elle avait rencontré Sean Combs grâce à Ryan Leslie, un producteur de musique avec qui elle était sortie pendant environ 3 ans, à partir de l'âge de 18 ou 19 ans. Leslie avait environ 10 ans de plus qu'elle, ce qui faisait de Combs le deuxième homme plus âgé avec qui elle avait eu une relation à cette époque. Elle a confirmé que sa relation avec Combs était platonique lorsqu'elle a signé pour la première fois avec son label, Bad Boy Records. Elle a souligné que Combs l'avait soutenue après une mauvaise performance télévisée, ce qui avait eu beaucoup d'importance pour elle. Après son 21e anniversaire, elle a déclaré avoir voulu accompagner Combs lors d'un voyage à Miami. Comme elle était encore en couple avec Leslie à ce moment-là, elle a témoigné avoir utilisé un dépliant d'événements comme prétexte pour pouvoir partir. Le jury a également examiné des messages textes échangés entre Ventura et Combs datant de décembre 2009. Selon Ventura, ces messages reflétaient la communication ouverte qu'ils avaient entre eux à l'époque.
Cassie Ventura a déclaré à l'avocate de la défense Ana Estevao qu'à l'époque, elle se sentait capable d'exprimer ses besoins à Sean Combs, plutôt que de participer à des freak-offs, ses performances sexuelles sous l'influence de drogue orchestrées par lui. Dans un message datant de 2009, Ventura écrivait qu'elle avait besoin de se sentir en sécurité, comme à la maison, pour pouvoir être plus ouverte sur les choses que nous faisons au lit. Elle poursuivait ainsi. La dernière fois, c'était une erreur, mais depuis, je me sens un peu sale et crasseuse, au lieu d'être sexuelle et spontanée. C'est la seule raison pour laquelle je suis constamment en train de penser à vouloir ou non le faire. Elle écrivait également que, à l'époque où nous étions fous amoureux, on ne se posait aucune question, mais qu'elle ne ressentait plus ce niveau d'amour. Du moins, plus maintenant. Le jury a ensuite pris connaissance d'un email envoyé par Ventura à Combs en octobre 2007, quelques semaines après sa fête d'anniversaire pour ses 21 ans. Ventura a témoigné que ce courriel reflétait une forme de communication ouverte entre elle et Combs, tout en précisant qu'il s'agissait généralement de « une voix à sens unique ». Elle expliquait qu'elle exprimait plus souvent ses sentiments par écrit que Combs. Dans l'email, elle écrivait « Nous n'avons passé qu'une semaine ensemble et je peux dire que cela a été la meilleure et la pire des semaines. » Elle évoquait ce qu'elle appréciait chez Combs et son rêve d'un bel avenir ensemble. Qui aurait cru que je tomberais si vite? Mais elle confiait aussi des doutes, notamment l'idée que l'une de ses amies serait peut-être mieux adaptée à lui. C'est difficile pour moi de gérer ça. Elle poursuivait. D'un autre côté, tu te méfies constamment de moi. Je suis sournoise. Je ne prends jamais les bonnes décisions. Je suis une enfant gâtée. Je suis dramatique, irrespectueuse. Et pour une raison que j'ignore, tu ne me fais pas confiance. Cassie Ventura a également témoigné la veille, lors de son interrogatoire principal, qu'elle et Sean Diddy Combs avaient réglé à l'amiable, en 2023, le procès civil qu'elle avait intenté contre lui pour 20 millions de dollars. La défense a soulevé à nouveau ce point lors du contre-interrogatoire. L'avocate Ana Estevao lui a demandé si elle pensait qu'il était juste de dire que la carrière de Combs avait été détruite après la publication du procès. « Je peux comprendre », a répondu Ventura. Jennifer Rogers, analyste juridique de CNN et ancienne procureure fédérale, a déclaré que l'accusation avait sans doute anticipé cette ligne d'attaque et qu'il y avait une stratégie derrière le fait d'évoquer cet accord financier dès l'interrogatoire principal. Les procureurs déminent toujours les terrains glissants, a expliqué Rogers. Donc, si vous savez qu'un contre-interrogatoire peut soulever un point fort pour la défense, vous en parlez d'abord, pour que le jury ne soit pas surpris et ne pense pas. Pourquoi le procureur ne nous en a-t-il pas parlé? Vous envoyez ainsi un message au jury. Nous sommes au courant, mais nous faisons toujours confiance à notre témoin. Selon Rogers, Ventura a raconté cette histoire dans sa plainte. Elle a obtenu 20 millions de dollars grâce à cette histoire, et c'est essentiellement la même qu'elle raconte aujourd'hui. Alors, quelle était sa motivation? C'est là que se pose la question du parti pris. C'est un très bon argument pour la défense, a-t-elle conclu, ajoutant qu'elle s'attendait à ce que la stratégie de la défense soit très agressive. Dans sa plainte civile, Ventura avait accusé Combs de l'avoir violée en 2018 et de l'avoir soumise à des années d'abus physiques et psychologiques au cours de leur relation. Des allégations que Combs a niées. Ce procès civil est distinct du procès pénal fédéral actuellement en cours contre lui. Cassie Ventura a confirmé qu'elle et Combs avaient eu des discussions sur le style de vie échangiste, qu'elle a fini par découvrir de visu dans les clubs libertins qu'il fréquentait. L'avocate de la défense Ana Estevao lui a demandé si les freak-offs étaient liés à ce style de vie. Ils sont liés sexuellement, oui, a répondu Ventura. Mais ils sont très différents. Ventura a déclaré ne se souvenir d'aucun employé de Combs ayant assisté à un freak-off, et a précisé qu'elle n'en avait jamais parlé à aucun membre du personnel. Je ne voulais certainement pas qu'il soit au courant, a-t-elle insisté. Elle a affirmé que les assistants de Combs préparaient souvent les chambres d'hôtel avant les freak-offs et qu'ils entrèrent parfois dans les chambres pendant leur séjour. Toutefois, elle n'a gardé aucun souvenir précis d'un employé présent dans la pièce pendant qu'elle participait activement à ces scènes avec Combs et une escorte. Ventura a aussi confirmé qu'elle n'avait jamais évoqué les freak-offs avec ses amis. Elle a rappelé que Combs l'appelait souvent si elle ne répondait pas à ses appels, disant que 1 million de choses pouvaient provoquer ses réactions. Par exemple, le fait de ne pas l'avoir informée de l'endroit où elle se trouvait.
Quand Ana Estevao lui a demandé pourquoi elle pensait que Combs réagissait ainsi, Ventura a répondu « Je pense qu'il supposait que je le trompais ». Elle a toutefois reconnu qu'il pouvait l'appeler pour d'autres raisons également. Interrogé par les procureurs, Ventura a affirmé que Combs avait des idées très arrêtées sur son apparence physique et contrôlait sa manière de s'habiller. Elle a confirmé lors du contre-interrogatoire qu'elle lui envoyait souvent des photos de ses tenues pour approbation. « Pensez-vous que M. Combs a bon goût ?» a demandé Ana Estevao. « Je pense que oui », a répondu Ventura. Estevao a également demandé à Ventura si elle pensait que Combs avait eu un impact sur la mode et la culture. Ventura a confirmé que oui. Le jury est en pause déjeuner. La reprise des témoignages est prévue à 13 heures, heure de l'Est. Avant la pause déjeuner, l'accusation et la défense ont eu une discussion sur le calendrier. L'avocat de Sean Diddy Combs, Mark Agnifilo, a déclaré que l'avocate de la défense, Ana Estevao, allait tenter de terminer le contre-interrogatoire de Cassie Ventura d'ici la fin de la journée de vendredi. Le juge Arun Subramanian a suggéré à la défense de rationaliser l'interrogatoire. Estevao a indiqué qu'elle avait de nombreuses pièces à conviction à examiner avec Ventura. La procureure adjointe Emily Johnson a précisé qu'il avait toujours été prévu que Ventura ait terminé sa déposition d'ici la fin de la journée de demain. Agnifilo a souligné que les procureurs avaient choisi de ne pas appeler Ventura en premier. Cassie Ventura a témoigné que Sean Diddy Combs était très occupé à gérer ses entreprises et sa carrière pendant leur relation. Elle a affirmé qu'il restait constamment occupé, même lorsqu'il traversait des épisodes de colère fréquents, consommait beaucoup de substances et s'en remettait ensuite. Ventura a confirmé qu'elle pensait que Combs était toxicomane, et l'avocate de la défense Ana Estevao lui a demandé à quoi il était dépendant. « Au succès », a répondu Ventura. Estevao a ensuite demandé à quelle substance il était dépendant. « Je pense que cela a varié au fil des années », a répondu Ventura, ajoutant qu'à un moment donné, il était accro aux opiacés. Elle a confirmé que Combs était plus irritable et colérique lorsqu'il se sevrerait des opiacés. Ventura a témoigné avoir elle aussi été dépendante aux opiacés pendant un certain temps. Elle a déclaré qu'ils consommaient différentes drogues ensemble, et que les drogues de prédilection de Combs étaient l'ecstasy et la MDMA. Elle a ajouté qu'elle ne croyait pas qu'il ait jamais été dépendant à ces substances-là, qu'elle a qualifiées de drogues festives, contrairement aux opiacés, qu'il consommait plus régulièrement. La défense a remis à Cassie Ventura un iPad contenant des pièces à conviction sur lesquelles elle sera interrogée lors du contre-interrogatoire, afin qu'elle puisse les consulter à l'avance pour accélérer la procédure. Le juge Arun Subramanian a dit à l'équipe de défense qu'il devait terminer le contre-interrogatoire de Ventura avant le déjeuner de demain, tout en laissant la possibilité de leur accorder un temps supplémentaire si nécessaire. Il a déclaré qu'il souhaitait que Ventura quitte la barre demain. L'interrogatoire direct a duré 1 jour et demi, donc la défense aura 1 jour et demi. Vous avez aujourd'hui et demain matin, a dit Subramanian. S'il y a quelque chose qui doit vraiment être abordé après la pause déjeuner, vous pourrez avoir un peu plus de temps à ma discrétion, a-t-il ajouté. L'avocat de la défense, Mark Agnifilo, a déclaré que la défense essayait de rationaliser son contre-interrogatoire, mais a souligné sa conviction que Ventura est le témoin le plus important du procès. C'est le contre-interrogatoire nécessaire pour un témoin essentiel dans un procès où l'accusé risque la réclusion à perpétuité, a-t-il déclaré. Le jury est de retour dans la salle d'audience. L'avocate de la défense, Ana Estevao, poursuit le contre-interrogatoire de Cassie Ventura. Lors de son contre-interrogatoire, la défense cherche à convaincre le jury que la relation entre Cassie Ventura et Sean Diddy Combs était plus complexe que ce que l'accusation a décrit, a rapporté une journaliste de CNN présente dans la salle. Les procureurs, lors de l'interrogatoire direct de Ventura, ont allégué que Combs avait commis un crime de trafic sexuel, a expliqué la correspondante de CNN Cara Scannell. La défense de Combs reconnaît qu'il y a eu des violences domestiques dans cette relation. Il ne le nie pas. Mais il soutient qu'il ne s'agissait pas de trafic sexuel, a déclaré Scannell. La défense affirme que de nombreuses disputes entre Combs et Ventura étaient liées à des infidélités des deux côtés. En réponse à leurs questions, Ventura a déclaré que la consommation de drogue les rendait tous les deux irritables. C'est une autre façon pour la défense de dépeindre une situation plus complexe que celle présentée par l'accusation, a-t-elle ajouté. La défense a également demandé à Ventura si le personnel de Combs était au courant des « freak-offs ». Cela est lié à l'accusation de racket portée contre Combs, selon laquelle il aurait utilisé ses entreprises pour organiser ses crimes, a précisé Scannell. Ventura a témoigné aujourd'hui qu'elle n'avait jamais parlé de ses rencontres sexuelles
au personnel de Combs, mais hier, elle a expliqué comment certains assistants et autres membres du personnel aidaient à organiser des escortes et à préparer des chambres d'hôtel. Des messages concernant les freak-offs entre Cassie Ventura et Sean Diddy, Combs sont actuellement lus et montrés au jury. Dans une conversation datant de mars 2017, Ventura a demandé à Combs d'arrêter de se faire passer pour une victime. « C'est tout ce que tu voulais. Et c'est pour ça que j'étais en colère », a-t-elle écrit, selon les messages lus à voix haute au tribunal. « J'adore nos freak-offs quand on en a tous les deux envie », a-t-elle écrit. Ventura a témoigné. « Je dirais qu'aimer les freak-offs n'était que des mots à ce moment-là. » Le jury a vu des messages de Sean Diddy, Combs et Cassie Ventura, planifiant et préparant un freak-off. Ventura a confirmé que Combs récupérait parfois les fournitures nécessaires et contactait les escortes pour eux. Dans un échange de 2017, Combs a dit à Ventura qu'il préparait un freak-off. L'avocate Anna Estevao a lu certains de ces messages. « Je n'ai pas eu de tes nouvelles, alors j'ai mis en place quelques plans. Dis-moi si je dois tout arrêter. » Colis surprise venant d'un autre État. « Dis-moi simplement si je vais dans la mauvaise direction, pour que je puisse annuler. » Cassie Ventura témoigne désormais au sujet d'autres femmes avec lesquelles Sean Diddy Combs a passé du temps alors qu'ils étaient en couple. Ventura a admis qu'elle éprouvait une certaine jalousie envers Madame Porter, faisant référence à Kim Porter, qui a eu 3 enfants avec Combs. Porter est décédée en 2018. Ventura a confirmé que cela la bouleversait lorsque Combs passait les vacances avec sa famille et Porter, même si les deux n'étaient plus en couple. Elle a également déclaré avoir appris que Combs passait du temps avec une femme appelée Gina en avril 2014. « J'étais vraiment bouleversée », a témoigné Ventura. Elle a ajouté que Combs niait en partie cette relation, mais qu'il s'était disputé à plusieurs reprises à ce sujet. Elle a affirmé s'être également disputée avec Combs à propos d'autres femmes. Ventura a déclaré que Combs soupçonnait également qu'elle avait des relations amoureuses avec d'autres hommes. L'avocate de la défense Anna Estevao a examiné certains messages textes échangés avec Cassie Ventura, à partir d'un échange de 17 pages entre elle et Sean Diddy Combs. Dans la discussion, le couple prévoyait que Combs la rejoigne à New York pour le week-end. Le jury a également vu des textos échangés entre eux, prévoyant de voir le livre de Mormon et évoquant des escortes et un club libertin. Quand Estevao est passé à une autre exposition, Ventura a dit « Il ne s'agit pas de ce que je considère comme pertinent en ce moment, n'est-ce pas, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous avons sautées ?» Estevao n'a pas répondu à sa question. L'avocate de la défense de Sean Diddy Combs, Anna Estevao, a passé la journée à interroger le témoin vedette de l'accusation, Cassie Ventura, en se concentrant sur certains messages textes du début de sa relation avec Combs, qui semblaient refléter la communication ouverte entre les deux. L'avocat et commentateur des affaires juridiques Areva Martin a déclaré à CNN que cette ligne de questionnement était attendue de la part de la défense lors du contre-interrogatoire et que c'était quelque chose que les avocats de Combs avaient établi dès leur déclaration d'ouverture. Une grande partie de leur dossier consiste à essayer de faire croire au jury que Cassie Ventura était une adulte consentante dans ses actes sexuels, ces freak-offs, dont nous avons tant entendu parler lors de son témoignage direct, a déclaré Martin. Martin a poursuivi. Une grande partie de ce que la défense a fait aujourd'hui lors de ce contre-interrogatoire a consisté à montrer des messages textes et à amener Cassie Ventura à reconnaître que, selon ces messages, elle était une participante volontaire à certains de ces freak-offs. Ce que la défense n'a pas encore fait, c'est établir le lien entre ces messages textes au début de la relation et la violence dont nous avons tant entendu parler lors du témoignage direct d'hier, a déclaré Martin. Martin a ajouté que, lors de la réinterrogatoire, l'accusation pourrait tenter de relier la violence survenue plus tard dans la relation à sa participation et continuer à faire valoir qu'elle était contrainte à ses actes sexuels commerciaux. Les femmes sur les réseaux sociaux prétendèrent souvent avoir une relation avec Sean Diddy Combs, a témoigné son ex-petite amie Cassie Ventura. Cela s'est produit assez souvent pour que je ne sache pas si je me souviendrai de chacun d'eux, a-t-elle déclaré. L'avocate de la défense, Anna Estevao, a demandé si Ventura réagirait lorsqu'elle verrait Combs avec d'autres femmes. Oui, surtout Gina, répondit Ventura. Elle confirma qu'une femme prénommée Gina
était le principal problème de leur relation. Cassie Ventura a témoigné que Sean Diddy Combs l'avait présenté au rappeur Kid Cudi vers 2011 afin qu'ils puissent travailler sur de la musique ensemble. Ventura a déclaré qu'elle avait commencé à sortir avec Kid Cudi alors qu'elle était en pause avec Combs. Elle a témoigné qu'elle avait acheté un téléphone jetable pour communiquer avec Kid Cudi parce qu'elle ne voulait pas que Combs soit au courant de leur relation. « J'ai pensé que ce serait bien trop dangereux de lui en parler », a-t-elle déclaré. Ventura a déclaré que Combs avait finalement découvert leur relation en fouillant dans son téléphone lors d'une « freak-off ». Elle a ajouté qu'elle continuait à avoir des « freak-offs » avec Combs pendant leur pause, car c'était un travail. Ventura a déclaré que Combs s'était jeté sur elle lorsqu'il l'avait découvert, mais il n'avait pas pris contact avec elle. Le jury a été dissous pour une courte pause. Cassie Ventura s'est précipitée dans l'allée pour sortir de la salle d'audience. En 2013, Cassie Ventura était en couple avec Sean Diddy Combs depuis environ 7 ans, a-t-elle témoigné. Mais, a-t-elle ajouté, elle n'avait toujours pas réussi à nouer de relation avec ses enfants. Ventura a exprimé sa frustration de ne pas pouvoir passer du temps avec lui et ses enfants dans un message qu'elle a envoyé à Combs en juillet 2013, qui a été montré au jury cet après-midi. Le message fait notamment référence à d'autres couples célèbres divorcés et à la façon dont ils passent du temps ensemble en famille. Il poursuit. « J'ai été au bord des larmes toute la semaine. Je ne pense pas que tu comprennes mes sentiments. Je comprends que tu ressentes le besoin de protéger tes enfants, mais au bout d'un moment, c'est pourquoi. Ils ne t'ont jamais vu avec Kim Porter, à moins qu'il y ait quelque chose que j'ignore. Ils étaient bébés quand on a commencé à sortir ensemble. » Alors que la défense interrogeait Cassie Ventura sur les messages textes, Sean Diddy Combs a été vu en train d'écrire sur des post-it orange et d'en passer un après l'autre à son avocat assis à côté de lui. Combs a également parlé brièvement pendant la pause avec l'avocat chargé du contre-interrogatoire. Le tribunal du procès de Sean Diddy Combs a pris un certain nombre de mesures pour que le témoignage de Cassie Ventura soit terminé d'ici vendredi. Espérons-le avant que la chanteuse pop enceinte n'accouche. Cassie Ventura devait accoucher de son 3e enfant le mois suivant. L'accusation l'avait appelée à la barre mardi en tant que 3e témoin et avait terminé son interrogatoire principal mercredi à 16h15, heure de l'Est, ne laissant qu'environ 45 minutes avant la fin prévue de l'audience. L'avocat de la défense, Marc Agnifilo, avait alors demandé que le contre-interrogatoire débute jeudi matin au lieu de commencer immédiatement. Mais la procureure Maureen Comey s'y était opposée. Ce témoin est très enceinte. Nous craignons qu'elle accouche pendant le week-end, avait déclaré Comey, selon une transcription de l'échange fourni par le tribunal. Nous voulons qu'elle quitte la barre avant le week-end et nous pensons que 45 minutes pourraient te faire la différence. Le juge Arun Subramanian avait finalement décidé de conclure la journée. Il avait précisé à la défense qu'elle devait terminer le contre-interrogatoire de Ventura vendredi midi, notant que l'interrogatoire principal avait duré 1 jour et demi, ce qui devait être suffisant pour la défense. Il avait tout de même laissé la possibilité d'un délai supplémentaire si quelque chose devait vraiment être fait après le déjeuner du lendemain. Le tribunal avait également réduit ses pauses déjeuner habituelles, passant d'1 heure à environ 30 minutes, et le juge Subramanian avait proposé des solutions pour que la défense puisse rationaliser son contre-interrogatoire, notamment lors de l'examen des nombreuses pièces à conviction. Après le déjeuner, Ventura avait reçu un iPad pour réviser ses documents dans le cadre de cette initiative d'accélération de la procédure. Marc Agnifilo avait affirmé que la défense tentait de rationaliser le processus, tout en soulignant que Ventura était, selon eux, le témoin le plus important du procès. C'est le contre-interrogatoire qui est exigé d'un témoin crucial dans un procès impliquant une peine d'emprisonnement à perpétuité, avait-il déclaré. Cassie Ventura était revenue à la barre pour reprendre son témoignage. Elle avait déclaré que, tout au long de sa relation avec Sean Diddy Combs, ce dernier faisait souvent référence à sa relation avec le rappeur Kid Cudi, nommé directement au tribunal. Il en a parlé à plusieurs reprises, avait-elle témoigné. Elle avait confirmé que, lorsqu'elle l'accusait de la tromper, Combs évoquait fréquemment sa relation avec Kid Cudi en guise de réponse. Les réponses de Cassie Ventura, tant à l'accusation qu'à la défense, préparaient le terrain pour les arguments plus détaillés que les avocats de chaque camp devaient présenter dans les semaines suivantes du procès. Le consultant en procès Richard Gabriel avait expliqué à CNN que, tout d'abord, les témoignages seraient renforcés par des experts pour chaque partie. L'accusation ferait appel à des experts pour soutenir que, psychologiquement, cela correspond au seuil de coercition et qu'elle est en quelque sorte sous la coupe de Sean Combs.
En revanche, les experts de la défense plaideraient que ce n'est pas le cas, et insisteraient sur son indépendance et sa capacité à quitter la relation. Ensuite, les avocats devraient expliquer aux jurés comment les déclarations de Ventura s'inscrivaient, ou non, dans la définition légale des faits reprochés à Combs. Les jurés doivent fondamentalement se faire leur propre intuition pour savoir s'il y a une réelle participation de sa part, avait déclaré Gabriel. Ce point avait été souligné lors d'un échange plus tôt dans la journée entre les avocats et le juge, à propos de la durée du témoignage de Ventura à la barre. Marc Agnifilo avait répété que la défense considérait Ventura comme le témoin clé de cette affaire. Cassie Ventura avait aussi témoigné qu'en 2015, elle avait rompu avec Combs temporairement pendant qu'elle se trouvait en Afrique du Sud pour le tournage d'un film. Elle avait dit avoir mis fin à leur relation en envoyant une vidéo de Combs en compagnie d'une autre femme lors d'un événement, à un groupe de messagerie incluant Combs et certains de ses collaborateurs proches. Elle s'était sentie trahie par ces personnes pour ne pas l'avoir avertie. Ventura avait également bloqué le numéro de téléphone de Combs pendant un temps, durant le tournage. À cette époque, Combs soupçonnait également Ventura d'avoir commencé à fréquenter l'acteur Michael B. Jordan. Interrogé à ce sujet, Ventura avait déclaré « Elle ne savait pas comment Combs avait réagi à cette nouvelle car elle n'était pas avec lui pour voir sa réaction. » L'avocate de la défense, Ana Estevao, avait abordé ce point brièvement, sans approfondir la question de cette prétendue relation avec Jordan. Cassie Ventura avait aussi témoigné que ses amis étaient au courant que Combs l'abusait physiquement, certains ayant même été témoins de ses abus. Elle avait dit en avoir également parlé à ses parents et à son frère à différents moments. Jem Aswad, rédacteur musical exécutif chez Variety, avait expliqué à CNN que Sean Diddy Combs contrôlait la carrière de Ventura grâce à son contrat d'enregistrement avec sa société et à son influence sur l'ensemble de l'industrie musicale. Cassie Ventura a déclaré que Sean Diddy Combs était parfois explosif lorsqu'il découvrait qu'elle prenait de la drogue avec ses amis ou qu'elle utilisait sa drogue à son insu. Si nous ne planions pas, ou si je ne le faisais pas avec lui, c'était un problème, a-t-elle déclaré. L'avocate de la défense, Ana Estevao, a suggéré que Cassie Ventura n'avait pas personnellement vu Sean Diddy Combs faire pendre son amie Brianna Bana Bongolan au-dessus du balcon de l'appartement de Ventura, comme elle l'avait précédemment allégué. « N'est-il pas vrai que vous avez appris cet incident après coup ?» a demandé Estevao. « J'ai vu ce que j'ai vu », a répondu Ventura. Estevao a ensuite montré à Ventura un message texte qu'elle avait envoyé à Christina Coram, la chef de cabinet de Combs, peu après l'incident, dans lequel elle disait avoir appris l'altercation après coup. Ventura avait déclaré à l'accusation, lors de son témoignage la veille, qu'elle s'était réveillée et avait trouvé Combs tenant son amie au-dessus de la balustrade du balcon, avant de la jeter sur les meubles de jardin. Estevao lui a demandé si elle avait consommé de la drogue ce soir-là. Ventura a répondu qu'elle ne se souvenait pas si elle en avait pris avant de s'endormir plus tôt dans la journée. Cassie Ventura a également témoigné qu'au début de 2017, elle était tombée gravement malade à cause de sa consommation de drogue et avait commencé à chercher de l'aide. « J'ai perdu tout odorat et tout goût au réveil, et j'avais un engourdissement dans le bras », a-t-elle déclaré. Elle a aussi évoqué des effets secondaires dissociatifs liés à la kétamine. Elle a confirmé que Sean Diddy Combs avait remarqué certains de ses symptômes et lui avait suggéré de consulter un médecin. Ventura a précisé qu'elle ne lui avait pas révélé l'ampleur de sa consommation de drogue tout au long de leur relation, mais elle a ajouté qu'ils en prenaient tous les deux en grande quantité. Elle a aussi confirmé que Sean Diddy Combs avait fait une overdose d'analgésique en février 2012. Ce jour-là, selon elle, ils avaient participé à un freak-off, puis étaient allés dans un club de rapports intimes, avant que Combs ne se rende seul à une fête au Playboy Mansion. Plus tard dans la nuit, elle l'avait emmené à l'hôpital où on leur avait annoncé qu'il avait fait une overdose. D'après ce qu'il m'a dit, il a pris un opiacé très fort cette nuit-là, mais nous ne savions pas ce qui se passait, alors nous l'avons emmené à l'hôpital, a-t-elle déclaré. L'avocate de la défense Ana Estevao a ensuite posé une longue série de questions suggérant que Combs était dépendant des opiacés, et que tout sevrage aurait affecté son humeur. Il était extrêmement dépendant de ces opiacés, n'est-ce pas? A-t-elle demandé. Pendant un temps, a répondu Ventura. Il était très contrarié si on lui retirait ses opiacés. Je suppose que oui, a-t-elle dit. Estevao est également revenu sur un précédent témoignage de Ventura au sujet d'un épisode impliquant le rival de Combs, Marion Suge Knight. Elle a mentionné un rapport d'enquêteur après leur rencontre avec Ventura en juin 2024, dans lequel elle aurait dit avoir été emmenée dans une voiture et avoir pleuré. Ventura a affirmé que cela était inexact. « Je ne suis pas montée en voiture avec eux », a-t-elle affirmé. Dans son témoignage antérieur, Ventura avait déclaré que Combs était un rival de Knight.
l'ancien magnate du rap condamné à 28 ans de prison pour un délit de fuite mortelle sur le tournage du film Straight Outta Compton. Après une courte pause, le jury est revenu et Cassie Ventura a été rappelé à la barre. L'avocate Anna Estevao lui a ensuite demandé de confirmer que l'huile pour bébé Johnson utilisée pendant les freak-offs n'avait jamais été mélangée à de la drogue. Elle a également demandé à Ventura de confirmer que remplir une piscine pour bébé nécessiterait une grande quantité d'huile pour bébé, ce qui pourrait expliquer pourquoi Sean Diddy Combs en gardait toujours beaucoup à portée de main. Le juge Arun Subramanian a soutenu une objection à cette question. Des quantités importantes d'huile pour bébé ont été découvertes lors des perquisitions au domicile de Combs à Miami et à Los Angeles en mars 2024, selon l'acte d'accusation. Les forces de l'ordre ont saisi divers objets qualifiés de produits freak-off, dont de la drogue, plus de 1000 flacons d'huile pour bébé et de lubrifiant. Cassie Ventura a ensuite poursuivi son témoignage devant le jury. L'avocate de la défense, Anna Estevao, a suggéré que Sean Diddy Combs était en sevrage dans les jours précédant l'agression de mars 2016 à l'hôtel Intercontinental. L'avocat de Combs a examiné une série de messages textes échangés le 3 mars entre Combs et Cassie Ventura, dans lesquels le couple discutait des symptômes de Combs qui, selon Estevao, correspondent à un sevrage. Ventura a témoigné qu'elle ne se souvenait pas que Combs ait souffert de sevrage à ce moment-là, mais elle a reconnu que les messages semblaient indiquer qu'il était malade. Estevao a également passé en revue d'autres messages échangés entre Cassie Ventura et Sean Diddy Combs le 3 mars 2016, qui ont mené au freak-off avant l'agression éventuelle dans le couloir de l'hôtel. Certains de ces messages ont été présentés au jury par les procureurs lors de l'interrogatoire principal de Ventura. Après avoir discuté de projets potentiels avec ses amis, Ventura a envoyé un message disant « On peut s'amuser, je ne veux pas que tu penses que je ne veux pas ». Elle a dit à Combs d'organiser cela. L'avocat de la défense a suggéré que Ventura avait proposé et encouragé le freak-off. Ventura a répliqué, témoignant que les messages de Combs lui demandant à plusieurs reprises quels étaient ses plans pour la soirée étaient à sa façon de se comporter en freak-off. Elle a expliqué que lorsqu'on est avec quelqu'un depuis si longtemps, on sait ce qu'il veut dire quand il envoie certaines choses par SMS. Dans certains messages, Combs a indiqué qu'il devrait en faire le freak-off le plus tôt possible, puisque Ventura avait des événements liés à une première de film à venir. Le jury a été dissous pour la journée. Les témoignages devraient reprendre demain matin. La procureure Emily Johnson a déclaré qu'elle s'attend à environ 1 heure de réinterrogatoire une fois que l'équipe de défense aura terminé le contre-interrogatoire de Cassie Ventura. Le juge Arun Subramanian a indiqué à la défense qu'elle devrait pouvoir terminer le contre-interrogatoire avec le reste du procès demain. L'avocat de la défense, Mark Agnifilo, a déclaré qu'elle ferait de son mieux, mais n'a pas promis que le contre-interrogatoire pourrait être terminé dans ce délai. Subramanian a noté qu'il avait techniquement le pouvoir d'interrompre le contre-interrogatoire lorsque celui-ci se limite à la durée du témoignage principal. Les équipes de l'accusation et de la défense prévoient de se réunir demain à 9h, HE, avant la poursuite du témoignage de Ventura. Sean Diddy Combs n'avait pas l'air heureux lors de son procès pénal fédéral à New York aujourd'hui, selon un correspondant de CNN présent dans la salle d'audience. Cassie Ventura, son ex-petite amie, répondait aux questions de ses avocats lors du contre-interrogatoire concernant leur relation et les freak-offs qu'il organisait. Le jury a également vu une série de SMS échangés entre eux, dont certains explicites. Il transmettait une tonne de notes à sa défense, il avait un regard très sérieux, et il était fixé sur son avocat qui contre-interrogeait Cassie aujourd'hui, a déclaré Elizabeth Wagmeister, correspondante de CNN spécialisée dans le divertissement. Quant à Ventura à la barre, Wagmeister a déclaré que son comportement avait changé depuis les 2 derniers jours, lorsqu'elle était confrontée aux questions des procureurs. Elle a expliqué que les heures de témoignage de Ventura, racontant des détails graphiques, ont été épuisantes pour elle, mais qu'aujourd'hui, elle était beaucoup plus à l'aise et a même ri à quelques reprises à la barre. L'avocat de la défense de Combs a ri avec elle à certains moments, a ajouté Wagmeister, précisant que c'étaient des moments qui humanisaient en quelque sorte Ventura et l'aidaient en tant que témoin.